Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditation guidée, je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui va faire suite à l'épisode d'il y a 2 semaines à propos du travail de conscience lumineuse. Alors il y a 2 semaines, on a parlé de ce que c'était finalement que de faire ce travail, d'élever notre conscience, d'aller voir un peu plus profondément en nous et de développer une capacité à voir à travers, à voir plus profondément, une vision plus juste du monde qui nous entoure. En tout cas, une vision qui est peut-être moins polarisée. Souvent, on a tendance, from scratch, du début, à juger les situations en bien, en mal, en positif, en négatif. Et le travail de conscience que l'on fait en soi, il nous permet de mettre les choses en perspective, de voir le tableau dans son ensemble avec toutes ses nuances, de voir le jeu de cartes avec les faces piles et les faces face, bref, de voir le maximum d'éléments, de causes et de conditions qui vont fabriquer une situation, fabriquer un ressenti, fabriquer une perception de notre part. Après cet épisode sur ce travail de conscience lumineuse, d'introspection, d'élévation de notre conscience, de maîtrise de soi, de connaissance de soi, bref, quand on parle de conscience, ça englobe tout ce processus de conscience de soi, de maîtrise de soi, de développer des motivations, une valeur, des valeurs pour incarner nos idéaux dans ce monde, et puis ensuite développer finalement une certaine agilité du soi et aussi une agilité dans notre environnement. Pour passer de ce qu'on aurait pu avant appeler des réactions, réagir à, sur base de nos souffrances, on est en réaction, on réagit, c'est un trop-plein, à l'action. Cette action, elle passe par toutes ces étapes de conscience, de maîtrise, de connaître ses valeurs, de développer une motivation et de développer finalement nos capacités, nos agilités de gestion de soi et aussi de gestion de nos relations, de nos projets, de notre environnement. Bref, là je suis en train de vous déballer tout ce que j'ai dans la tête, j'espère que c'est pas trop confus. Mais bon, bref, c'était plus structuré il y a 2 semaines dans le podcast sur la conscience lumineuse. Et là, cette semaine, j'ai envie de vous parler des archétypes, c'est-à-dire les profils de personnes qui sont amenées à entamer ce chemin de conscience lumineuse, ce chemin d'introspection et d'élévation de sa conscience personnelle. Du coup, moi, j'ai distingué ces archétypes en 5 profils. Il y a le chercheur, le guérisseur, le sage, le rebelle et le mystique. J'ai envie de vous partager ces profils tout simplement pour que vous puissiez, vous aussi, mettre les choses en perspective. Et puisque vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est certainement que vous êtes sur ce chemin d'introspection, d'élévation de votre conscience. En tout cas, vous vous posez des questions, vous avez certainement envie de mieux vous connaître, de mieux vous gérer en relation avec vos valeurs, vos projets. Bref, c'est un peu ce truc dev perso qu'on dit de devenir la meilleure version de soi-même. Mais en fait, je crois que c'est plutôt de juste continuer son bout de chemin dans sa vie et grâce à ce bout de chemin qui se fait en conscience, finalement, gagner en confort, en paix, en compréhension de soi et du monde qui nous entoure.
Évidemment, quand on entame ce travail de conscience, d'introspection, de connaissance de soi, c'est pas toujours pour les mêmes raisons. Selon les personnes et les profils, on va y venir, il se peut que les motivations soient différentes et que les causes émotionnelles ou mentales pour entamer ce chemin soient différentes. Donc j'ai d'abord envie de vous parler du chercheur. Le profil chercheur, l'archétype chercheur qui se lance dans cette introspection et ce travail en conscience dans sa vie, eh bien c'est parce qu'il est animé par une soif insatiable de connaissance et de vérité. Pour le chercheur, la justesse, la justice, la vérité quasi scientifique, est extrêmement importante. Donc il va de manière relativement organisée et méticuleuse, bien que ce travail amène tout son lot d'émotions et de pensées, il va avoir finalement une introspection et un chemin de conscience assez structuré comme un chercheur. Il est toujours en quête de quelque chose de plus grand, de comprendre la systémie de ce monde et sa place dans ce grand système. Le chercheur, l'archétype chercheur, c'est un personnage qui explore diverses philosophies, spiritualité, éventuellement religion, inspiration, culture et pratique de développement personnel. Le chercheur, il est curieux et ouvert d'esprit. Il a envie de comprendre tout ce qui peut exister, coexister dans ce chemin-là de conscience et de compréhension du monde et de la nature humaine. Le chercheur, il hésite donc pas sur ce chemin-là personnel il n'hésite pas à se remettre en question, à remettre en question aussi ses croyances, ce qu'il croyait avant, qu'il a envie de déconstruire, mais aussi ce qu'il croit ici et maintenant en tant que personne chercheur, en tant que personne qui est sur ce chemin d'introspection, de développement personnel, de conscience. Parce que vous savez, parfois simplement, le développement personnel ou ce travail psychologique, émotionnel, mental et même physique, tout ce travail qu'on fait sur soi, ça peut devenir un peu la même chose qu'avant, mais dans un autre emballage. Il se peut que certaines croyances, certaines injonctions, exemple le soi parfait, eh bien en fait, ils reviennent au cœur de notre chemin de développement personnel, mais sous une autre forme. Et c'est aussi ce qui va donner un peu cet ego spirituel. Les personnes qui ont envie de se détacher d'une forme d'ego, de fierté, de compétitivité un peu malsaine qu'ils avaient avant, il se peut qu'en fait, en allant dans le développement personnel, ce travail-là d'introspection, ben, ils en fassent à nouveau une fierté et un truc un peu compétitif, comparatif. Donc effectivement, le chercheur, lui, il va pas hésiter à déconstruire tout ça et à regarder ses croyances actuelles et passées. Le profil chercheur, quand il fait ce travail d'introspection et d'élévation de sa conscience, il n'hésite pas à faire de nouvelles expériences, toujours avec une ouverture d'esprit curieuse, celle d'un chercheur qui est prêt à découvrir des choses avec le minimum d'a priori et en essayant de pas trop interpréter. Tout simplement pour approfondir sa compréhension de lui-même et du monde. Pardon. Les caractéristiques du chercheur. Eh bien, on l'a dit, il a soif de connaissances. Il est en ouverture à de diverses pratiques et philosophies, et il a une volonté de remettre en question ses croyances. Maintenant, pourquoi un chercheur devient un chercheur dans son chemin d'introspection et d'élévation de sa conscience? Quelles sont les causes émotionnelles et mentales du chercheur? Eh bien, tout d'abord, c'est une curiosité innée. Le profil chercheur, il a un désir profond de comprendre le monde et soi-même. Vous savez, c'est souvent ces enfants qui ont des questions un peu sur tout et sans fin, un peu en cascade, parce qu'ils ont envie de comprendre l'origine de la chose et le mécanisme de la chose. Donc voilà, le chercheur, il est comme ça. Une autre cause émotionnelle, ça peut être l'insatisfaction. Quelqu'un qui va devenir un peu chercheur dans son chemin d'introspection, c'est parce que il a un sentiment que quelque chose manque ou que la vie
actuelle et incomplète. Et il a besoin de remplir un peu ce tiroir de connaissances en termes de conscience, de raison de vie. Ce qui peut aussi amener un chercheur à être un chercheur dans ce chemin-là de conscience, c'est le doute. Le profil chercheur, l'archétype, il a un besoin constant de valider ou d'invalider ses croyances, ses constatations. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui va constamment douter. Et c'est un doute assez fertile puisque, comme un scientifique, il va avoir besoin de bien comprendre et tout en laissant ouvert chaque constatation à une évolution possible, voire à une suppression et à se dire en fait ce que j'ai cru vrai, ce n'est plus vrai. Les défis du chercheur, c'est un risque de dispersion. Parce qu'on entame ce chemin de conscience, d'introspection, et puis on a envie de toucher un petit peu à tout. Moi, ça a été mon cas, j'ai eu envie de tester plein de thérapies, de me former à plein d'outils thérapeutiques pour mon métier de coach. Évidemment, c'est super chouette, mais ça doit avoir un peu un début et une fin, parce que sinon, on se disperse et on a l'impression de combler un vide qui est en fait un puits sans fond parce que ça doit juste venir se combler à un niveau plus émotionnel, plus profond. Un autre défi, ça va être la difficulté à trouver un chemin clair. C'est lié. Parce qu'en fait, le chercheur, comme il peut partir un peu dans tous les sens, toutes les inspirations, c'est super chouette parce qu'il va pas rentrer dans des cases, mais en même temps, le risque, c'est pendant un certain temps de pas réussir à fabriquer sa propre case. Ce qu'on cherche tous, au final, à fabriquer notre propre maison de croyance, de spiritualité, de mission de vie, ou tout autre mot qui vous convient. Parce que mission de vie, ça parle pas à tout le monde. Et moi-même, des fois, j'en doute. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu chercheur. Alors, maintenant, le profil chercheur dans ce chemin d'introspection, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller pour aller vers de l'équilibre, justement grâce à ce travail de conscience? Le profil chercheur, il va devoir avoir une introspection régulière, un peu, une certaine rigueur du bien-être, pour prendre du temps, pour réfléchir et intégrer les nouvelles connaissances qu'il a glanées et qui vont lui permettre de consolider les apprentissages et d'éviter la dispersion. Il va, grâce à cette introspection régulière et un peu organisée ou ritualisée, et on a tous plus ou moins besoin de rituels, ça va lui permettre de consolider. Moi, par exemple, c'est mon cas avec mes pratiques de méditation. Le fait d'avoir des rituels chaque jour, ça m'a permis de consolider toutes les pratiques de méditation que j'ai été chercher un peu partout pour le coup, dans des retraites, dans des formations, dans des podcasts aussi, etc. Et cette pratique régulière, le profil chercheur, il en bénéficie vraiment, ça le structure. Et s'approprie en fait cette diversité. Le profil chercheur, ce qui peut être bien aussi, c'est un journal de bord, le journaling, on en parle souvent. Tenir un journal de ses découvertes, de ses réflexions, ça peut d'ailleurs peut-être devenir des livres, pour l'aider à suivre ses progrès, à clarifier son chemin. Moi, je sais que toutes les semaines, pour sûr, j'écris. Les rituels de nouvelle lune et de pleine lune aussi m'y aident. Donc les profils chercheurs, voilà, ils ont besoin aussi de mettre un peu sur le papier. Et puis ça permet de cracher, de défiler la pelote de laine, de la dérouler. Si vous voulez, dans l'esprit, on va dire que c'est une pelote de laine de plein de pensées qui sont pas clarifiées, qui partent un peu dans tous les sens et qui génèrent des émotions. Le fait de faire du journaling pour ce profil chercheur qui part un peu dans tous les sens dans son introspection, ça va organiser. Les mots vont l'aider à organiser sa pensée. Dernier conseil d'équilibrage par la conscience, ça va être la méditation de centrage. Pratiquer des méditations pour se recentrer. Un peu plus près de la terre, un peu plus près du chakra racine, un peu moins dans l'intellect, dans le troisième œil, un peu plus terre à terre, pour que ce chercheur il puisse aussi revenir un peu à sa source et stabiliser son esprit, ce qui va l'aider à rester ancré en lui-même, en connaissance de soi, tout en explorant diverses voies. Voilà, alors questionnez-vous si vous vous retrouvez dans ce profil chercheur. Moi, je m'y retrouve beaucoup. Deuxième profil qu'on va explorer ensemble, c'est le guérisseur. Alors le guérisseur, lui, il se concentre sur la transformation pour la guérison. La guérison émotionnelle, transgénérationnelle, vraiment, il y a
une notion de libération, de penser ses blessures, autant pour soi-même que pour les autres. Donc les guérisseurs, ça va être quelqu'un, vous savez, quand il entame un chemin, ben, il va embarquer un peu sa famille, ses amis, à aller eux aussi guérir certaines partitions émotionnelles. Le profil guérisseur, il est sensible et empathique. Il est souvent attiré par des pratiques comme bah voilà, les soins, le reiki, la thérapie énergétique, les méditations de guérison, de régénération. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre soin de son enveloppe émotionnelle, corporelle et mentale. Le développement du guérisseur, le développement de sa conscience passe vraiment par la compréhension et la libération des blessures émotionnelles et psychologiques. Moi, je m'y retrouve assez aussi dans ce profil guérisseur, donc un peu comme les 5 blessures de l'âme, hein, on peut se retrouver dans plusieurs profils. Je pense qu'on est tous les 5 profils que je vais vous présenter aujourd'hui, mais en même temps, il y a des prédominances qui vont un peu nous donner l'idée de ce qu'est notre chemin de conscience, notre chemin d'exploration de nous-mêmes. Mais les guérisseurs, il a vraiment cette notion un peu de processus, d'identifier les choses, de les comprendre dans leur mécanisme pour pouvoir s'en libérer. Et d'ailleurs, j'en parle souvent hein, de ce processus d'être capable d'identifier un phénomène, le reconnaître quand il nous traverse, comprendre son mécanisme, sa source et comment il fonctionne dans notre intériorité et dans notre vie aussi, dans nos comportements. Et grâce à cette compréhension de la source et du mécanisme, on peut s'en désidentifier parce qu'on comprend la source et souvent on se rend compte que un comportement, un phénomène émotionnel ou mental ou même physique, il a une source, un événement, un traumatisme, une perturbation, quelque chose qu'on nous indique, une injonction. Et en fait, ça nous appartient souvent pas vraiment. Et ça peut remonter à plusieurs générations antérieures. Et c'est cette identification de la source pour le guérisseur, le profil guérisseur, qui va lui permettre ensuite de lâcher la prise. Lâcher prise. Voilà pour le guérisseur dans les grandes lignes. On l'a vu donc, ses caractéristiques, c'est qu'il est empathique et sensible. Les profils guérisseurs, dans leur chemin de conscience et d'introspection, c'est des personnes souvent hypersensibles au potentiel émotionnel. Voilà. Autre caractéristique, c'est les blessures personnelles. Ceux qui deviennent des profils guérisseurs dans leur chemin de développement de soi, c'est des personnes qui ont des blessures. Et ces blessures, elles sont un peu à vif au départ. C'est des personnes qui vivent ces blessures, qui agissent parfois même ces blessures, et qui ont besoin tout simplement de penser tout ça, et d'utiliser ces blessures, de les valoriser dans un processus de guérison pour soi-même, et ensuite pour les autres. Autre caractéristique du profil guérisseur de cet archétype, c'est la compassion. C'est ce chemin qui fait pour lui, en fait, il n'est pas vain. Il a vraiment envie de le mettre au service du monde et de son entourage. Et ça peut être dans la sphère personnelle comme professionnelle. Le profil guérisseur, dans ce chemin d'introspection et de conscience, il a un sentiment de responsabilité. Il a l'impression que, avec ce qu'il a compris, avec ce qu'il est en train ou ce qu'il a guéri, il a la responsabilité de, à son tour, partager, aider les autres. Par exemple, moi, c'est mon cas, et c'est ce qui fait que je donne ce podcast, que je prends ce temps pour ce podcast, c'est parce que, en fait, en faisant ce chemin-là, j'ai eu cet appel de, à mon échelle, partager pour ceux qui en auraient besoin et à qui ça pourrait profiter. C'est aussi ce qui m'a poussé à faire du coaching individuel, de la thérapie brève, et puis de la formation en entreprise. D'aller un peu partager ces petites choses que j'ai compris sur le monde, sur la vie et sur notre fonctionnement humain pour aider à mon tour les autres. Donc le guérisseur, il est vraiment comme ça. Une fois qu'il a fait le travail en lui, il a besoin de le mettre au service du plus grand que soi. C'est quoi maintenant ces défis aux guérisseurs? Eh bien, souvent, ces défis, ça va être un risque d'épuisement et d'épuisement émotionnel parce que il veut beaucoup faire dans son introspection personnelle, guérir vite, guérir, et puis risque d'épuisement aussi parce qu'il veut tellement aider les autres qu'il va se mettre à faire beaucoup de choses et à mettre beaucoup d'énergie dans l'aide des autres. Un des autres défis du profil guérisseur de cet archétype,
c'est le risque d'attente, d'aider les autres et d'attendre que les autres fassent le même chemin que soi d'un point de vue de la guérison et de la libération, alors que chacun a sa façon de vivre son introspection et son développement, et tout le monde n'a pas envie de voir une vérité, un phénomène, ou de travailler dessus, et c'est complètement ok. Et ça, le guérisseur, il peut un peu avoir du mal, parce qu'il pourrait presque tomber aussi, du coup, dans le syndrome du sauveur. Un autre défi du guérisseur, c'est la nécessité de maintenir ses propres limites. C'est lié au premier défi, parce que il peut avoir tendance à laisser accès à son énergie à tous. Parce que il a cette compassion, il a envie d'aider, il a envie de contribuer, sauf que il doit aussi se protéger. Et le guérisseur, dans son processus d'introspection et d'élévation de la conscience, il doit bien garder à l'esprit, en plus de cet élan de contribution au plus grand que soi, que c'est d'abord en prenant soin de lui qu'il pourra être disponible pour les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller en termes d'équilibre par la conscience à cet archétype guérisseur? Eh bien, on peut lui conseiller de faire des soins énergétiques et même des auto-soins. Prendre soin de lui-même en pratiquant régulièrement des activités qui régénèrent l'énergie personnelle. Donc ça peut être la méditation, le Reiki, l'auto-Reiki, faire simplement un soin par apposition des mains, l'automassage, la régénération dans la nature, bref, prendre un temps énergétique pour soi de manière régulière. Autre conseil pour que le profil guérisseur maintienne son équilibre, c'est la délimitation claire de ses limites. Apprendre à dire non et à fixer des limites saines pour éviter l'épuisement dans le faire, mais aussi l'épuisement de charge mentale et l'épuisement émotionnel. Savoir dire non, savoir préserver des créneaux pour lui et savoir poser ses limites quand en face, la charge émotionnelle est trop importante ou les projections de l'autre sont polluantes. Le guérisseur, il doit apprendre à élever sa conscience au point de faire un peu cette part des choses. Et peut-être qu'un jour, il sera suffisamment fort pour pouvoir coexister avec cette intensité de l'autre, mais quand c'est pas le cas, le guérisseur, il a le droit de prendre un peu des distances, c'est ok. Et puis, lui, ce qu'on peut lui proposer, c'est des méditations de guérison, de régénération personnelle. Utiliser des techniques de visualisation, de respiration qui vont vraiment permettre euh, de se nettoyer énergétiquement, hein. Je vous en ai proposé pas mal sur ce podcast et dans le programme Sophro Serenity en ligne que vous trouverez sur mon site, hein, romainbamaison.fr. Il y a plein de techniques justement pour faire cette régénération énergétique tellement important. Moi, je le pratique quasiment tous les jours et ça fait du bien. Ça peut prendre une seule minute, 5 respirations profondes d'expulsion, par exemple des souffles résiduels, qui est une technique vraiment de régénération énergétique. Et waouh, ça fait du bien. Voilà, mes amis, pour le profil guérisseur. Questionnez-vous, voilà, je serais curieux aussi que vous me partagiez en commentaire si vous vous retrouvez dans tel ou tel profil. Donc on a vu le chercheur, on a vu le guérisseur, et maintenant on va voir l'archétype du sage. Le sage qui incarne cette sagesse et la connaissance profonde avec équanimité, ni bien ni mal, avec une tempérance qui est presque perturbante tellement c'est apaisant. Souvent, euh, le sage, il est trouvé dans des personnes âgées. Vous savez, ces personnes qui ont une parole vraiment sage, qui ont du recul. Mais c'est pas seulement les personnes âgées non plus, ça peut être celles qui ont beaucoup d'expérience de vie. Pour ceux qui y croient, des personnes, des vieilles âmes qui ont eu plein de vie. Ce sont ces personnages, les sages, qui ont intégré de nombreuses leçons et qui du coup ne vont pas trop en donner aux autres parce qu'ils savent que les graines de déséquilibre, de violence, de tout sont présentes en chacun de nous et ils ont pris du recul sur leur part d'ombre et de lumière. Donc le sage, c'est celui qui va pas émettre de jugement. C'est celui qui sait que euh, tout est en chacun de nous et que du coup, l'autre c'est moi et moi c'est l'autre en même temps. Donc le sage, l'archétype du sage dans son chemin d'introspection et de conscience, il possède une perspective
équilibrée et contemplative des choses. C'est vraiment celui qui, par l'introspection, va développer cet équilibre, cette tempérance et ce non-jugement. Le sage, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui va être de bons conseils pour les autres dans leur chemin et qui va apporter une vision éclairée et profonde de la compréhension de la vie. Ce sage, c'est celui qui va éveiller des consciences en quelques mots. Il a donc une profonde sagesse, une perspective équilibrée des choses, il voit les situations dans leur ensemble, et il a un rôle de mentor et de conseiller pour les autres. Et ce rôle, il l'a justement grâce à son équanimité, sa sagesse, son équilibre, parce qu'en donnant des conseils, il n'enferme pas l'autre dans une case, il ne fait pas de projection sur l'autre, et l'autre finalement ne se sent pas sous pression, il se sent libre de faire ce qu'il veut des conseils du sage. Quelles sont les causes émotionnelles et mentales qui amènent quelqu'un qui est en chemin d'introspection à arborer ce profil, cet archétype, ce costume de la sagesse? Eh bien d'abord, on l'a dit, c'est l'expérience de vie. Le sage, il a une accumulation de connaissances et de leçons au fil du temps. Donc c'est souvent des personnes qui ont cherché à comprendre profondément et qui, finalement, avec ce recul et cette catégorisation de leurs apprentissages, peuvent développer une certaine voie de sagesse, une voie du milieu, comme disent les bouddhistes. Le sage, tous les archétypes peuvent évoluer, bien sûr, et le sage, ça peut être un peu la version 2 du chercheur, mais aussi du guérisseur. La personne qui est passée par la case de la guérison et du chercheur peut devenir sage parce qu'elle a cette vue d'ensemble d'un vécu très émotionnel et à la fois d'une compréhension intellectuelle. Ce qu'on peut dire aussi, en plus de l'expérience de vie comme cause émotionnelle et mentale de ce profil sage, eh bien c'est la réflexion, évidemment. Le sage, cet archétype, c'est quelqu'un qui a une capacité à contempler et à tirer des enseignements des expériences. Il a une vision systémique de cause à effet des choses, des causes et conditions de chaque phénomène. Le sage, il a vraiment cette capacité réflexive de prise de recul et de compréhension de phénomènes complexes, de phénomènes micro, donc petits, et de phénomènes macro, des phénomènes d'ensemble. Le sage, ce qui le caractérise également, et ce qui l'amène à mener ce chemin d'introspection avec sagesse, c'est son altruisme. Il a le désir de partager pour aider les autres à naviguer dans leur vie. C'est cette culture du don, sans attente, simplement pour le bien des autres. Maintenant, comme les autres profils, quels sont les défis auxquels peut être confronté l'archétype du sage? Eh bien, le risque d'isolement, parce que le sage, il peut être amené par sa compréhension profonde et son lâcher-prise, son non-attachement aux choses, aux phénomènes, il peut être amené à s'isoler un petit peu. Il peut être aussi amené à avoir des difficultés à rester flexible face aux nouvelles idées parce que il a déconstruit tellement de choses que la nouveauté, les frivolités peuvent devenir un peu superflues. Et il peut finalement aussi, c'est un risque, s'attacher à ce qu'il a compris parce que c'est aussi tellement rassurant et ça apporte tellement de paix intérieure. Qu'est-ce qu'on peut maintenant conseiller aux sages pour être équilibré par la conscience? Eh bien, c'est de partager activement. Participer à des groupes de discussion, donner des conférences pour partager ses savoirs, sa sagesse et éviter l'isolement. Mettre son besoin de contribution, son altruisme au service justement de ce risque qui serait l'isolement et de ne pas tomber dans l'isolement justement en partageant. Autre conseil d'équilibrage pour le profil sage, si vous en faites partie, c'est l'ouverture d'esprit. Continuez de pratiquer l'écoute active. Donc l'écoute active, c'est le fait d'avoir de l'empathie, vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre dans les conversations, d'essayer de voir la vie depuis son point de vue.
L'écoute active, les autres composantes, c'est aussi de rebondir, c'est-à-dire un peu comme un match de ping-pong, de se servir de ce que l'autre nous a dit pour rebondir et nourrir la conversation à partir de ça. L'écoute active, ça va être aussi reformuler ce que l'autre a dit pour lui montrer qu'il a bien été écouté, nous assurer qu'on a bien compris aussi ce qu'il a dit, et puis permettre à l'autre de s'écouter parler, parce qu'en reformulant dans l'écoute active, l'autre, on devient un peu en écho de l'autre. L'écoute active, c'est aussi ne pas hésiter à placer des silences. Les silences dans la conversation, ça permet déjà de se laisser l'opportunité d'écouter vraiment l'autre pendant qu'il parle sans préparer la suite. Ça permet aussi de recevoir ce que l'autre a dit, de le comprendre. Et puis ça permet à l'autre de réfléchir tranquillement aussi à ce qu'il va dire. Donc voilà, dans l'écoute active, il y a l'empathie, la reformulation, le rebond, le silence, et j'en oublie un autre, oui, les questions ouvertes. Pratiquer l'écoute active par l'ouverture d'esprit du sage, c'est aussi poser des questions ouvertes. Donc c'est le CQQ, c'est occupé, qui, quoi, comment, pourquoi, où, quand, pour que l'autre puisse fournir des réponses qui vont vraiment nourrir la conversation. Au-delà d'une question de est-ce que et à laquelle on répond par oui ou par non. Et du coup, ça ferme un peu la discussion souvent. Ou alors, ça invite pas l'autre à s'exprimer pleinement. Donc le sage, on lui conseille le partage actif, l'ouverture d'esprit par la conversation, l'écoute active, et accepter les nouvelles idées au-delà de ce qu'il a compris profondément. Le sage, le type de méditation qu'on va lui conseiller, c'est la méditation réflexive. Pratiquer des méditations qui encouragent la réflexion sur les expériences de vie, c'est des méditations analytiques pour aller questionner en cascade l'origine des phénomènes. Voilà, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans le sage, moi je m'y reconnais un petit peu, mais moins que dans le guérisseur et dans le chercheur pour l'instant. Donc voilà. Allez, on va sur le quatrième profil. J'essaie de garder un peu de salive, il nous en reste deux. Le quatrième profil, c'est le rebelle spirituel. Alors lui, il est marrant. L'archétype du rebelle spirituel dans son chemin d'introspection et de conscience, c'est quelqu'un qui remet en question à peu près tout, qui va remettre en question les normes, les structures établies et qui cherche à trouver sa propre vérité à lui, au-delà des cases, au-delà des injonctions, au-delà des mœurs de la société, et il cherche à vivre de manière authentique. Voir le rebelle, parfois, il peut vivre un peu de manière ostentatoire ou prendre un peu le contre-pied, et ça peut être une étape de sa construction et de son introspection. Le rebelle spirituel, c'est un archétype qui est souvent en conflit avec les traditions et les conventions. Il se forge son propre chemin spirituel, il va remettre en question les religions, les rituels, les gourous, etc. Il va vouloir faire son propre avis, sa propre méthode, parfois même de manière radicale. Sa conscience, au rebelle spirituel, elle se développe à travers cette rupture. Cette rupture avec le présent, mais c'est aussi cette rupture avec le passé, et cette rupture avec cette quête du toujours plus, de l'innovation, de toute chose. Lui, il a vraiment envie de trouver sa voie et de ne pas toujours suivre les modes du monde contemporain et des autres surtout. Ces caractéristiques donc au rebelle spirituel, à cet archétype, c'est un esprit indépendant et non conformiste, pardon. C'est quelqu'un qui va trouver de nouvelles idées, c'est souvent des personnes qui peuvent créer de nouveaux outils, de nouveaux types d'accompagnement, de nouvelles retraites, et c'est des personnes qui vont permettre justement, je vous parlais tout à l'heure de finalement déplacer une ancienne injonction, un ancien comportement ou croyance dans le développement personnel, donc c'est un peu la même merde, entre guillemets, mais emballé différemment. Eh bien, le rebelle spirituel, lui, c'est un peu un antidote à tout ça. Avec son non-conformisme, il va éviter à lui-même et aux autres de tomber dans les pièges du développement personnel, dans les pièges de l'intellectuel, du spirituello perché. Il va ramener un peu les gens terre à terre et éviter qu'ils tombent dans un ego, finalement, de cette introspection. Autre caractéristique, on l'a vu, hein, c'est la recherche d'authenticité. Lui, il veut se connecter à la vérité profonde en lui-même. Le reste, on s'en fout un peu, contrairement au chercheur qui veut voir la vérité partout, en lui et autour de lui.
Dernière caractéristique, on l'a vu, c'est la remise en question des traditions. Donc c'est vraiment le rebelle spirituel, quelqu'un qui va déconstruire et qui va aussi faire du bien parce qu'il va pouvoir un peu éliminer ou mettre à jour d'abord les biais pervers de certaines pratiques. Mais alors, quelles sont les causes émotionnelles et mentales du rebelle? Pourquoi cet archétype, il est rebelle dans son chemin d'introspection et de conscience? Eh bien, tout d'abord, c'est parce qu'il a un besoin d'indépendance énorme. Il a besoin de se libérer des contraintes. Souvent, c'est des personnes qui ont connu beaucoup de contraintes éducationnelles, culturelles, familiales ou autres, ou professionnelles. Et là, ils ont besoin de casser la baraque et d'aller voilà, se défaire de ces contraintes et de ces attentes sociales. Donc, une des causes, c'est le besoin d'indépendance. L'autre cause, et on l'a déjà vu dans un autre profil, les chercheurs, ça peut être la frustration. Le rebelle, il devient rebelle dans son introspection parce que parfois il est frustré, il a un sentiment d'étouffement, que ce monde, il est trop petit pour lui et il se sent limité dans les structures existantes. C'est frustrant. Ça peut être dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie en entreprise. Donc c'est quelqu'un qui va casser un peu les codes et qui va devenir un rebelle spirituel dans son chemin. Et enfin, une des autres causes, c'est son désir profond d'être authentique, d'être vrai envers soi-même, avec ses convictions, de ne pas mentir. Ceux qui deviennent rebelles spirituels dans leur chemin d'introspection de conscience, c'est peut-être parfois des personnes qui ont été amenées à mentir, qui ont été peut-être parfois un peu manipulées, et elles en ont marre, elles veulent agir, dire, faire, penser avec vérité. Alors, quels sont les défis auxquels sont confrontés les rebelles, l'archétype du rebelle spirituel? Bien, un des premiers risques, c'est le risque de marginalisation, parce qu'ils sont sans concession et parfois ils peuvent un peu heurter et finalement être marginalisés du reste du groupe qu'ils auraient pu impacter s'ils avaient un peu adapté leurs mots, la manière de parler, de se comporter. Donc parfois ils peuvent finalement perdre en impact, en partage, parce que il y a une authenticité presque un peu ostentatoire, même parfois un peu revancharde. Ils veulent montrer que voilà, ils en ont rien à faire du reste du monde et des normes établies, ils sont là pour déconstruire. Donc ça peut un peu les marginaliser parfois. Un autre défi, c'est la difficulté à trouver un équilibre, parce que évidemment, c'est lié à ce profil, à cet archétype du rebelle, c'est qu'il va aller un peu dans les extrêmes, dans les contre-pieds, et du coup, le moment où il faut trouver l'équilibre entre les deux, avec une vision un peu plus tempérée, ça peut être difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller au profil rebelle spirituel dans son chemin d'introspection? C'est de s'équilibrer avec sa conscience par l'autocritique constructive. Pratiquer une autocritique pour évaluer ses propres croyances et ses actions de manière équilibrée. Parce que finalement, si on devient tellement rebelle, c'est parce que aussi ces comportements sont certainement assis sur des vieilles croyances ancrées, voire sur des peurs d'être au contact de ce qu'on ne veut pas ou de ce qui nous effraie. Et du coup, il y a un peu quand même cette introspection à faire chez le rebelle spirituel, une autocritique de dire, OK, si j'agis, je pense et j'émets ma parole de cette manière, qu'est-ce que ça dit de mon intériorité, de mes blessures, de mes croyances, etc., de mes peurs? Souvent, quand on devient un peu rebelle, quand on se combat, c'est qu'on a peur de quelque chose ou qu'on est en colère contre quelque chose. Donc, le rebelle spirituel, pour aller vers plus d'équilibre, on va l'inviter à regarder ça. Ensuite, communauté de soutien, ça peut être aussi un bon conseil d'équilibrage, trouver une communauté, un peu son groupe de pairs, sa tribu, de personnes qui partagent les mêmes valeurs pour éviter l'isolement. Attention toutefois à pas tomber dans une dérive un peu sectaire de gens qui pensent uniquement comme nous, qui sont en colère comme nous, qui ont envie de tout déconstruire comme nous, et d'être aussi avec une forme de diversité, même si les personnes partagent des valeurs communes. Maintenant, quel type de méditation on peut conseiller à ce profil rebelle spirituel? Eh bien là aussi, ça va être les méditations d'ancrage. Un peu comme le chercheur, d'utiliser des méditations qui vont vraiment le ramener un peu à la terre, à la simplicité de la terre, je dirais.
Parce que, mine de rien, le rebelle spirituel, par cet élan de contre-pied, de déconstruction des normes, des us et coutumes, il peut être amené à être beaucoup dans sa tête. Et c'est aussi tout ce flot de pensée qui peut alimenter les émotions perturbatrices et un peu vives, telles que la colère. Donc revenir un peu à une simplicité de vie, revenir à l'essentiel et à l'ancrage dans ses racines peut faire du bien à ce profil-là, à cet archétype du rebelle. Et il y a plein de méditations pour ça, évidemment, notamment sur les chakras et sur la respiration profonde. Donc on va vraiment lui conseiller de l'ancrage, de la connexion au moment présent, bref, de la pleine conscience. Voilà, c'était le 4e profil du rebelle spirituel. Maintenant, dernier profil, on reste ensemble pour le mystique. Alors l'archétype du mystique dans son chemin d'introspection et de conscience personnelle, c'est quelqu'un qui est profondément connecté à l'aspect spirituel, au plus grand que soi, mais presque d'une manière poétique, et qui transcende l'existence par cette philosophie de vie, cette poésie et cette croyance du bien plus grand que soi et de la vie et de l'au-delà, je dirais. Souvent, les profils mystiques, ils sont en quête d'expériences mystiques aussi, et de connexion au divin, à l'au-delà. Ils peuvent passer beaucoup de temps en méditation, à aller faire différentes retraites et différentes expériences pour être un peu en métacognition, sortir de l'existence commune ou de l'expérience humaine commune pour aller voir les choses avec plus de finesse, avec une autre hauteur d'esprit, une autre hauteur d'âme. Bref, de se détacher dans quelques expériences du côté physique, de sortir un peu du corps pour aller dans vraiment le spirituel et le mystique. Le développement de la conscience pour le mystique, elle passe souvent par la fusion avec le grand tout. Là, c'est une recherche d'unité avec l'univers. Les mystiques, c'est vraiment des personnes qui vont être proches de la nature, de Pachamama, comme on dit, et qui vont voir des significations, qui vont vraiment interpréter. C'est des personnes qui peuvent être douées dans l'interprétation des rêves, dans la numérologie, toutes ces choses-là, dans le tarot. C'est des gens qui vont voir la symbolique. Ils vont vraiment avoir une grille de lecture symbolique de la vie et de ses événements. Donc les caractéristiques du mystique, c'est la profonde connexion au spirituel et au divin, on peut dire au ciel, à l'au-delà, une recherche d'expériences transcendantales au-delà de la limite physique du corps. Et puis, ça va être aussi la tendance à la contemplation et à la philosophie vraiment extrême de vie. Maintenant, qu'est-ce qui va mener à ce qu'une personne aille dans cet archétype du mystique sur son chemin d'introspection? Quelles sont les causes émotionnelles et mentales? Eh bien d'abord, ça va être la quête de transcendance, de vision profonde, de vision au-delà des choses, un désir de dépasser les limites de l'existence ordinaire, matérielle, et d'aller comprendre au-delà de l'existence, au-delà de la naissance et de la mort, qu'est-ce qu'il y a. Autre caractéristique de ce profil mystique, ça va être un sentiment d'unité. C'est des personnes qui vont un peu avoir des flashs à des moments donnés de leur vie, de se sentir connectés au vent, à l'eau, à la mer, à des éléments, à des situations, ou bien peut-être des personnes qui vont rentrer en contact avec des esprits, qui vont voir certaines de leurs anciennes vies, qui vont avoir des visions un peu de la médiumnité sur le futur. Bref, c'est des personnes qui vivent ça et qui sont amenées à développer cet archétype, ce profil du mystique dans leur chemin de conscience. Et puis, autre cause mentale, émotionnelle, c'est l'introspection. C'est des personnes qui ont une tendance naturelle à la réflexion intérieure, à la contemplation de soi, et qui vont être amenées à développer une vision mystique des choses, de la vie, de cette introspection et de cette conscience d'un grand tout. Plus que jamais, il y a cette notion de grand tout. Maintenant, à quels défis peuvent être confrontés les archétypes du mystique spirituel? Eh bien, un risque de déconnexion avec la réalité quotidienne.
qui peut devenir presque ennuyeux, banal. Et donc, le mystique, il va quand même avoir besoin d'apprendre, de réapprendre, de continuer à savourer les choses simples de la vie, les nourritures physiques, les interactions simples, les conversations de surface. Apprendre à voir aussi de manière plus large ces choses un peu qui pourraient paraître banales, pour ne pas tomber dans cette surenchère des expériences extraordinaires. Un autre défi, ça va être la difficulté à partager ces expériences avec les autres. Le mystique, il peut se sentir un peu perché, et les autres peuvent carrément lui dire ou le faire sentir perché à part. Donc souvent, c'est des personnes qui peuvent avoir peur de partager leur vécu, leurs expériences. Donc là, le conseil qu'on peut leur donner, c'est de s'adapter à leur public, ou bien de partager avec assertivité, donc le partager en tant que soi, sans attendre rien de l'autre, mais simplement parce qu'on a envie de le partager. Quel autre conseil on peut donner à ce profil pour qu'il s'équilibre par la conscience? Eh bien là aussi, c'est l'ancrage dans le quotidien. Pratiquez des activités, cher profil mystique, pratiquez des activités qui vous connectent au monde physique aussi, pour maintenir un équilibre entre le spirituel, l'au-delà, mais aussi le matériel, qui fait vraiment partie intégrante de notre vie terrestre. Peu importe ce qu'on croit sur la raison d'une vie terrestre, ça fait partie de nous, et ce véhicule physique de chair que l'on habite et qui nous permet d'expérimenter la vie mérite bien qu'on y reste connecté à cette dimension physique. Ce qu'on peut conseiller aussi, c'est d'avoir une communication claire, de trouver les moyens à leur manière de partager leurs expériences mystiques, peut-être en adaptant leur langage, les mots qu'ils vont utiliser, pour être compréhensibles pour les autres. Et ce qu'on peut conseiller aussi aux profils mystiques pour pas qu'ils se mettent à part et qu'ils paraissent perchés tout le temps, eh bien ça va être d'avoir un peu une forme de leadership, de politicien, même si c'est pas vraiment ça, vous savez, leur conseiller de se baser sur l'expérience des autres pour faire le pont avec ce que eux ils ont vécu sur un plan plus mystique. Parce que au fond, on vit tous plus ou moins les mêmes choses, à des degrés différents, sauf qu'on les interprète et on donne un sens, une couleur qui peut être un peu différente. Mais ça, c'est le travail du mental. À la base, on expérimente des choses très similaires, tous les êtres humains. Maintenant, quel type de méditation on peut conseiller à l'archétype du mystique sur son chemin d'introspection et de conscience? Eh bien, c'est des méditations de retour à la réalité, des méditations de pleine conscience, notamment connectées aux sens, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le goût. Je vous en ai livré une dans ce podcast qui s'appelle méthode scan pleine conscience. C'est une méthode qui est excellente pour les mystiques parce que ça développe la paix en nous connectant à l'instant présent et au sens, donc vraiment au physique. Voilà, utiliser des méditations comme ça qui les aident à revenir à la réalité quotidienne, après des expériences transcendantales notamment, est excellent pour maintenir un équilibre à tous les niveaux de conscience. Parce que la conscience, elle est dans le mental, elle est dans le physique, elle est dans le spirituel, mais elle est aussi dans le corps, conscience corporelle, parce que tout est lié. Donc, on va encourager les profils mystiques et les archétypes mystiques, si c'est votre cas, à aller faire des choses très connectées à la réalité. Ça peut être aller jardiner, mettre les mains dans la terre, être au contact des animaux, etc. Pour moi, ça va être par exemple passer du temps avec les chevaux, dans la nature, faire du yoga, se reconnecter à son corps physique. Voilà les amis, on a balayé les 5 archétypes, les 5 profils de travail de conscience et d'introspection. Donc voilà, je crois que vous voyez, ces 5 profils, ils offrent un cadre complet pour comprendre comment chaque vécu peut s'inscrire dans une démarche d'introspection bien particulière qui va avoir ses sources, ses causes, et puis ses moyens, sa manière de faire de l'introspection et d'élever sa conscience. Et comme dans tout, comme tout est divers, polarisé, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a les avantages de chaque profil et il y a aussi les points de vigilance pour ne pas tomber dans les pièges de nos personnalités, de nos mentales, de nos fonctionnements. Je crois vraiment que ces archétypes, ces 5 archétypes, ils vont permettre de naviguer euh,
dans notre chemin d'introspection, parce qu'on va tous plus ou moins évoluer entre le chercheur, entre le guérisseur, entre le sage, entre le mystique, entre le rebelle. Et c'est bien, voilà, moi, d'avoir créé ces archétypes, ça me permet d'y voir plus clair, ça me permet aussi, quand j'accompagne des personnes, de comprendre leur chemin d'introspection et de mieux les accompagner. Voilà, chers amis, j'espère que c'était pas trop long et que c'était clair. Moi, je trouve que c'est un sujet passionnant, donc je vous invite vraiment, si ça fait sens pour vous, à le partager sur vos réseaux, à le partager à des personnes à qui ça pourrait plaire, que ça pourrait aider. Ça peut aider aussi à conceptualiser un petit peu notre propre chemin, à mieux comprendre les autres. Bref. Donc je vous invite vraiment à le partager. Cet épisode, je l'ai pas fait pour moi. Et encore une fois, bien sûr, même si je le dis dans le closing, si ce podcast vous plaît, pour le soutenir, eh bien n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute, c'est ce qui permet voilà, de le faire rayonner. Je vous embrasse, peu importe vos archétypes, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce chemin d'introspection et de conscience de soi et du monde qui nous entoure. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. À tout bientôt.